Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler Open Hardware. Il est effectivement possible de libérer plus que le source d'un programme informatique. On peut aussi libérer les schémas et le savoir-faire nécessaires à la fabrication d'objets concrets. Jingle! Alors effectivement, l'open hardware, c'est l'open source du matériel. Mais on va voir effectivement les différences qu'il peut y avoir avec l'open source, tel qu'on l'a décrit dans de nombreuses vidéos, quelles sont les limites, quelles sont les problématiques, et essayer de regarder en quoi c'est une opportunité, mais aussi beaucoup de problématiques et des questions qui restent encore à répondre. Alors, qu'est-ce que l'open hardware de façon précise? L'open hardware, alors des fois vous pourrez aussi trouver l'acronyme OSHW, hein, Open Source Hardware, désigne les produits physiques dont les spécifications, c'est-à-dire la façon de fabriquer, les blueprints, les schémas, sont mis et sont rendus publics et de manière à permettre un certain nombre de possibilités. La première, c'est évidemment l'étude. On va retrouver énormément de choses qui vont nous rappeler l'open source et je vais essayer de les montrer un peu différemment. Donc on a l'étude, on a la modification, mais c'est la modification du design, c'est pas la modification du produit en lui-même. Le cadre est bien celui de la modification du savoir-faire ou du schéma décrivant la réalisation. La distribution, et encore une fois ici, ce n'est pas le produit fini qu'on distribue, au même titre qu'un programme, un source pourrait pour un langage interprété pourrait très bien être de lui-même autoporteur et être l'objet produit final. Là, dans notre cas de figure, c'est bien les modifications du savoir-faire que l'on va distribuer de façon libre et dans le cadre de l'open source hardware ou de l'open hardware. La fabrication, le droit de fabriquer intégralement, et donc il est libre, et donc il est libéré pour des tiers, par des tiers potentiellement. Donc effectivement, on va voir que c'est l'une des problématiques qu'il peut y avoir autour de l'open hardware. Et enfin, la commercialisation. Là, on reste sur les principes qu'on retrouvait avec l'open source. Et effectivement, au même titre que dans l'open source, il y a des licences copyleft, non copyleft, on va avoir certaines différences, certaines limites de commercialisation en fonction du type de licence. Donc si on essaye de faire un tableau qui liste les différences entre l'open source software et l'open hardware, ou open source hardware pour le coup, donc on voit effectivement code source accessible qui va se transposer en plan et schéma accessible, la compilation gratuite qui par contre là, quoi qu'il arrive, on va mettre en œuvre de la matière première. Et qui dit matière première implique forcément une démarche de fabrication payante. Alors là, on verra les modèles, on verra les différentes possibilités de fabrication, mais quoi qu'il arrive, nous parlons de matière première. La matière première, elle a un coût. Donc effectivement, d'un côté, on est sur une donnée intangible qui est sur le principe d'abondance, et de l'autre côté, on se retrouve avec une ressource finie, donc un produit fini, même si on a libéré le source, c'est-à-dire les schémas et les plans nécessaires à sa fabrication. Et voilà, j'insiste sur ce principe d'abondance à gauche, sur la distribution numérique, et de l'autre côté, numérique et donc la possibilité de copie illimitée, c'est ce qu'on appelle le principe d'abondance, et de l'autre côté, une distribution physique qui nécessite de la supply chain physique, de la notion de matière première et de stock potentiel. Donc effectivement, ce sont du point de vue de l'open hardware, enfin de l'open source hardware versus open source, les deux problématiques les plus importantes, c'est la gratuité de la compilation et de la production côté open source, et la fabrication payante, et la distribution sur le principe d'abondance pour l'open source, et sur les principes de la distribution physique, donc d'un point de vue sur des objets finis et sur une ressource finie. Alors, les principes fondamentaux. On va retrouver la déclinaison des 4 libertés qu'on avait dans l'open source dans les libertés de l'open hardware. La liberté d'étudier, donc l'accès au schéma, au plan, des fichiers CAD, des fichiers de la documentation technique complète, des spécifications de composants. On va avoir la liberté de modifier, et cette fois-ci c'est de l'adaptation aux besoins spécifiques, l'amélioration, de la performance, de la correction de défauts. Donc là on est sur presque un principe assez similaire à l'open source pour le coup.
La liberté de redistribuer, partager les plans originaux, distribution des modifications, création de dérivés. Donc là encore, on est très proche de ce que propose l'open source. Et puis la liberté de fabriquer. Là, pour le coup, on va s'éloigner, hein, la production personnelle ou commerciale, l'utilisation de différents procédés, l'adaptation aux contraintes locales, mais on est bien en train de parler d'une fabrication physique d'un objet à partir de plans libérés. Alors, concernant le cadre légal et les licences, effectivement, on va retrouver, et ça va être assez marrant de se dire qu'effectivement, la première licence dont je vais parler, c'est une licence dont j'ai déjà parlé pour un usage bien particulier. Cette licence, c'est la Creative Commons. Et avec toutes ses déclinaisons, hein, CC by SA, CC by et ainsi de suite, en fonction de si on a une attribution plus un partage à l'identique, une attribution simple, et ainsi de suite. On peut retrouver toutes les nuances qu'on a sur les licences Creative Commons. Effectivement, c'est une licence qui est adaptée à la documentation. Donc, de facto, elle est adaptée pour versionner des schémas, du savoir-faire, de la procédure de fabrication. Donc, effectivement, cette licence, elle a naturellement été utilisée comme premier cadre pour l'open hardware. Mais on l'a jugée non suffisante. Et on va regarder, effectivement, le CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, a produit une licence qui s'appelle la CERN Open Hardware License, ou CERN OHL, qui en fonction de ses versions avait des petites différences en termes de copyleft, mais surtout qui introduisait une notion de protection contre la brevetabilité. Effectivement, plus que dans le logiciel, la fabrication d'objets concrets, matériels, est souvent assortie à des principes de brevetabilité et d'utilisabilité, de droit d'utilisation en fonction du respect des brevets. La mise en licence OHL du CERN interdit la brevetabilité par quelqu'un d'autre à partir du document qui a été produit. Elle a valeur de substitution du brevet. Il existe aussi la TAPR Open Hardware License. C'est la première licence qui a été créée avant même celle du CERN. Première licence spécifique au hardware. Elle était sur des principes d'un copyleft très modéré, avec une obligation de documentation. On ne pouvait pas se contenter de distribuer des sources, des schémas d'un objet. Il fallait effectivement qu'il soit documenté intégralement avec le schéma. Elle était basée sur les principes de la GNU Public, la GPL, hein, la GNU Public Licence. Ensuite, il en existe une autre qui est assez connue aussi, qui s'appelle la Solderpad Hardware License, qui n'engage aucune restriction d'usage, qui est par contre elle copyleft, hein, qui impose que derrière tout ce qui est produit et dérivé à partir des produits sous SHL, donc sous Solderpad Hardware License, doit être remis en Solderpad Hardware License, basé sur la licence Apache 2, par contre, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces licences ? Ce sont toutes des licences reconnues dans l'initiative Open Source Hardware. Par contre, il n'y en a que deux. Évidemment, la Creative Commons, qui est reconnue par l'Open Source Initiative, et la CERN Open Hardware License, qui est reconnue par l'Open Source Initiative. Ce qu'il faut voir derrière, c'est donc effectivement les défis juridiques qui sont associés à ces licences et la gestion de ces défis juridiques spécifiques. La notion de brevet, la protection des innovations techniques, la notion de marque, les noms et logos des produits, la gestion de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, qui a la propriété intellectuelle des plans et des documentations. Mais c'est donc l'objet même de mettre sous licence quelque chose. Ça matérialise une propriété intellectuelle. Et donc, par contre, effectivement, il y a une problématique autour du secret commercial, des secrets commerciaux et des différents procédés de fabrication. Parce qu'effectivement, en mettant en open hardware, vous ne pouvez pas empêcher une entreprise de pouvoir librement fabriquer des objets. Donc là, la problématique de licence, elle va avoir un impact extrêmement important. Malgré tout, il est indispensable d'avoir des acteurs commerciaux dans le cadre de l'open hardware, parce qu'à un moment, il va bien falloir fabriquer. Et qui dit fabrication dit coût, et qui dit coût propose deux schémas différents, c'est-à-dire soit un schéma où l'open hardware est plutôt sur des principes d'objets facilement productibles, et productibles dans des Fab Labs, productibles par une personne de façon autonome, avec des coûts de matériaux restreintes, ou un coût, une complexité d'intégration
faible, et dans ces cas-là, effectivement, là on est sur quelque chose qui va ressembler à l'approche du libre, et puis par contre de l'autre côté on va avoir un principe où l'open hardware va plutôt être dans un contexte commercial par des entreprises, et probablement sur la volonté de fabriquer des standards, de fabriquer des choses qui ont vocation à devenir des standards du marché. Et là, le copyleft peut poser certains problèmes parce que, on va se poser la question de savoir où positionner le curseur entre no copyleft et copyleft. Là où effectivement le no copyleft avait un avantage commercial, un avantage à l'utilisation en entreprise, on peut avoir la démarche contraire dans le cadre de l'open hardware parce que finalement on va perdre la capacité de pouvoir sécuriser son investissement et l'investissement nécessaire à la fabrication. Alors que dans le cadre de l'open source, l'approche est différente. Encore une fois, le point de contact, il est autour de la standardisation et de la volonté de fabriquer des standards. Alors, les avantages de l'open hardware. On va essayer de les regarder sous 3 volets, pour les entreprises, pour les utilisateurs et pour les sociétés. On commence par les entreprises. Effectivement, c'est une façon de réduire son effort de recherche et développement. En mettant son initiative en commun avec d'autres acteurs, que ce soit d'autres entreprises ou des particuliers ou des associations, on peut effectivement se dire finalement l'investissement en termes de ressources humaines dont j'ai besoin pour les sujets de R&D, je l'identifie dans une démarche de communauté. Donc on retrouve un des bénéfices de l'open source. La collaboration avec la communauté, c'est aussi évidemment un des autres bénéfices identiques à l'open source. L'innovation accélérée, c'est une résultante de du premier gain qu'on peut trouver pour les entreprises. Et puis, l'accès à des marchés globaux. Effectivement, la notion même de standard, la volonté de construire des standards, peut permettre effectivement de globaliser les marchés et d'avoir une approche concurrentielle qui va être basée sur l'interopérabilité des solutions. Maintenant, on va regarder pour les utilisateurs. Le premier avantage pour l'utilisateur, c'est la personnalisation. Je pars d'un schéma qu'on m'a fourni, que je peux construire facilement, et je veux pouvoir l'adapter à mon usage propre. Ce que je ne peux pas faire avec un produit que j'achète et qui est basé sur une démarche de commercialisation traditionnelle. La transparence totale, je sais exactement ce que j'achète. Il n'y a pas possibilité d'avoir des vices cachés, des objets qui réduisent le temps moyen avant défaillance. On a une vraie transparence sur la réalité de ce qu'on achète et de ce qu'on a construit pour le consommer. L'apprentissage facilité, ça c'est contestable, ça dépend du niveau de complexité de ce qu'on veut fabriquer, mais encore une fois, on voit que si c'est pour l'utilisateur dans une démarche de fabrication autonome par l'utilisateur, souvent ça va être quelque chose d'assez facile à construire, ou accessible, on dira. Et si c'est accessible, ça va venir avec, effectivement, il y a des licences qui vont imposer la documentation, et ça va venir avec la capacité d'être accompagné par une communauté pour le réaliser. C'est en ça qu'on peut parler d'apprentissage facilité. Un des points importants, c'est l'indépendance technologique. On ne peut pas se retrouver dans la situation d'acheter un produit qui, alors s'il est intégralement open hardware, qui va nous coupler, qui va nous rendre dépendants d'un acteur spécifique pour une technologie. C'est un des gros intérêts de l'open hardware. Alors pour la société, et dans la globalité de ce qu'on entend par la société, on verra tous les enjeux sociaux et environnementaux et ainsi de suite qui sont associés à la possibilité proposée par l'open hardware, et les problématiques. L'éducation et la formation. Rien de tel pour pouvoir fournir de la matière pour enseigner, pour expliquer, que d'avoir de l'écosystème qui se fabrique en open hardware. Parce que ça veut dire qu'au même titre qu'on avait la facilité de pouvoir appréhender les technologies de l'information, l'informatique, par l'open source, on va avoir le même bénéfice par l'open hardware. Ensuite, l'innovation durable. Oui, ça c'est une vraie promesse. Je l'ai mis sur la même ligne que la transparence totale parce que ça va de pair. Le fait d'avoir cette démarche de transparence totale fait que quand on parle d'innovation, on va parler d'une innovation qui n'a pas de potentialité de vice caché, qui n'a pas tous les travers qu'on peut retrouver dans les impacts de l'économie de marché sur la production matérielle. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement important. Ensuite, on a la réduction des inégalités technologiques. C'est un moyen de rendre accessible du matériel spécifique pour des populations où une entreprise ne voudrait pas investir. Typiquement,
Il y a des initiatives absolument formidables sur tout ce qui va être bionique, prothèse et ainsi de suite, qui coûtent assez cher à réaliser, pour lesquels il y a des gens qui vont fournir les schémas et tout le savoir-faire nécessaire pour imprimer, pour fabriquer soi-même des prothèses, et y compris des prothèses avec des prémices de bionique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a un vrai volet social proposé par l'open hardware. Et enfin, la recherche collaborative. Dans un monde où on est en train de tous partir dans du communautarisme, de la séparation, l'open hardware reste, avec l'open source, et c'est pour ça que je suis un partisan de l'open source, reste un des remparts à la vision collaborative, collective, dans une démarche mondialisée positive de la technologie. Alors, maintenant, on ne peut pas ne regarder que le côté positif de l'open hardware parce qu'il y a... Et on va passer du temps, hein, parce qu'effectivement, il vient avec des problématiques parce que justement, on a un principe qui, à la base, a été prévu sur des éléments qui sont sur le principe d'abondance vers de la ressource finie. Forcément, on a des problèmes. Donc, on va les regarder encore une fois en 3 volets. Les risques légaux, les risques techniques et les risques économiques. Alors, les premiers... c'est les risques légaux, la notion de propriété intellectuelle, et donc il faut faire attention, hein, parce que c'est pas parce qu'on va mettre en open hardware, sous licence open hardware, des schémas de quelque chose qui a été fait sous les principes d'un brevet, qu'on n'est pas en infraction avec le brevet, évidemment. Donc il faut faire très attention, et encore plus que dans le logiciel, parce que là, pour le coup, la brevetabilité, elle va être sur des aspects qui sont plus concrets, plus direct, donc le risque est à contrôler. Il faut faire attention, on ne peut pas mettre en licence open hardware n'importe quoi, n'importe comment. On doit respecter la propriété intellectuelle, mais on doit aussi respecter les brevets qui existent sur ce genre de choses. Pareil pour la notion de conflit de marque, les usages de noms protégés et ainsi de suite, il faut faire attention. Bon, ça c'est pas que l'open hardware, hein. Et encore plus que pour l'open source, il va falloir faire attention aux licences incompatibles et au mélange de licences contradictoires, parce que là, on serait vraiment sur une situation de blocage. Après, dans les risques légaux, on a la responsabilité. Et ça, c'est des vrais défis pour le coup. Qui est responsable entre celui qui a produit le schéma et quelqu'un qui a fabriqué, qui a mis en production quelque chose, qui a mis en fabrication, pardon, quelque chose qui est défectueux? Les impacts sont plus directs. Imaginez un objet qui va blesser ou tuer quelqu'un. Là, on a des vraies problématiques sur la réalisation. Beaucoup plus direct qu'avec le logiciel. Ça ne veut pas dire qu'on les a pas avec le logiciel, mais les problématiques de responsabilité vont être beaucoup plus présentes, on va dire. La sécurité. La garantie de sécurité, elle est de facto plus limitée parce que effectivement, on ne peut pas garantir la façon dont va être fabriqué l'objet à partir du plan. Et encore une fois, c'est plus un problème lié à la responsabilité sur le sujet de la sécurité. Et puis forcément, le sujet sur la conformité réglementaire et le respect des normes, mais ça va un petit peu de pair avec ce qu'on avait vu plus haut. Allons sur le volet et des risques techniques. Alors, le risque technique en sécurité, l'exposition des vulnérabilités, des codes et des schémas publics, pas différent de l'open source. Là, je l'évoque, mais le risque est faible pour le coup, parce qu'on est sur les mêmes principes que l'open source. Oui, il y a la possibilité de... quand les choses sont hyper complexes, d'intégrer des choses défectueuses, mais c'est le même risque qu'avec l'open source. Je ne vais pas trop aller sur ce sujet parce que c'est contestable. Par contre, effectivement, le sujet de l'ingénierie inverse facilité, de facto, c'est le principe même pour le coup. Mais ça veut dire que là, il faut se poser la question très clairement de ce qu'on met en open source et de la façon dont ça va être utilisé derrière par des structures dont la puissance commerciale va permettre potentiellement de les utiliser pas comme il faut. Mais c'est la règle du jeu. Les backdoors potentiels difficiles à détecter, c'est très faible en fait. C'est possible, effectivement, mais c'est encore une fois inhérent à la complexité de ce qui est réalisé. Sur la qualité, là on a un vrai défi, parce qu'effectivement, la volonté, hein, ça va être de produire des standards. Est-ce que tout le monde va jouer le jeu là on est plus dans le monde de l'entreprise, tout le monde va jouer le jeu sur la volonté de construire un standard fiable, pertinent, parce qu'effectivement, j'ai mis pas de contrôle centralisé.
pas forcément de contrôle centralisé. Il faut se poser, là le risque est à adresser, c'est-à-dire il va falloir définir des structures et des autorités, quelque part probablement du domaine de ce qu'on a avec les fondations dans le cadre de l'open source, dans le cadre de l'open hardware, pour effectivement essayer de renforcer les standards et de renforcer les phases d'incubation de ce qui est produit en open hardware. La maintenance incertaine, elle dépend de la communauté. Effectivement, quand on fait le choix de partir sur la réalisation de façon matérielle de quelque chose qui est défini en open hardware, si la communauté n'est pas dynamique, on va avoir des risques. Est-ce que le risque est plus grave qu'en open source ? Oui, probablement, parce qu'on aura fabriqué des choses concrètes. Et si on s'aperçoit d'un défaut et que la communauté n'est pas assez dynamique, là, ça va être potentiellement plus problématique. Sur le sujet de la performance, l'optimisation limitée, c'est un peu lié et je ne vais pas forcément m'attarder. On va plutôt aller regarder les problèmes économiques. On a un énorme problème sur le dumping. La capacité de proposer des coûts à bas prix, comme on a fait des économies sur sa R&D, comme potentiellement une entreprise, elle peut essayer de chasser un petit peu ce qui se fait en open hardware et puis finalement chasser en regardant bien les licences sur lesquelles on l'a positionné, et puis finalement, venir choisir un produit et de le démocratiser, et puis finalement essayer de casser un peu un marché parce qu'elle a trouvé une alternative open hardware. Il faut faire attention, on ne peut pas forcément tout mettre en open hardware parce que derrière, il y a une notion de ressources matérielles et de coût de la ressource matérielle. Et donc, finalement, on pourrait mettre en péril les entreprises qui font l'exploitation de la ressource, qui extraient la ressource, parce qu'on est en train d'avoir un mécanisme de copie sur lequel le coût d'ingénierie qui va être mis en évidence va être distribué et que le coût de consommation de la ressource ne va pas être en adéquation avec le coût de la potentialité de copie proposée par l'open hardware. Il y a un risque potentiel. L'exploitation sans contribution pour le coup. Oui, mais ça c'est effectivement, on n'a aucune garantie que l'entreprise qui va exploiter un produit défini en open hardware va jouer le jeu de la contribution. Pareil que pour l'open source. C'est de l'éthique dont on est en train de parler. La monopolisation, le contrôle par de gros acteurs, voilà, il y a quelque chose qui a vocation à être une réponse généralisable forte. Il y a une entreprise qui a les moyens d'investir énormément sur la ressource nécessaire à sa production et qui va se positionner en exploitant cette licence open hardware pour produire en masse et devenir en situation de quasi-monopole. Et du coup, après, le risque est fort parce qu'il va avoir un monopole d'accès à la ressource parce que potentiellement, il va avoir des leviers vis-à-vis de ceux qui extraient et qui produisent cette ressource qui vont être plus importants que les personnes individuelles ou les initiatives de taille plus restreinte. Donc là, le risque de monopolisation, il est important. Après, on a la problématique de durabilité, mais qui sont des défauts de jeunesse, c'est-à-dire le manque de modèles économiques fiables et bien construits autour de l'open hardware, la continuité autour des projets abandonnés, et finalement, là où on avait le gain sur le fait que potentiellement on pouvait avoir un accès meilleur à certaines technologies compliquées, il y a un risque après qu'elles ne soient pas maintenues. C'est vrai. Et l'évolution. C'est contestable aussi, hein. Le monde commercial a les mêmes incertitudes sur l'évolution de ce qu'il produit. On a peut-être même encore plus de risques. Alors on va regarder ça maintenant, plutôt en essayant de regarder des défis et des enjeux, et on va commencer par les défis techniques. Les défis techniques sont autour de la complexité de fabrication. On a des équipements spécialisés qui sont requis. Pour pouvoir effectivement aller au bout de la promesse open hardware, il faut être en mesure, c'est bien beau de récupérer un schéma, mais ce schéma, il y a des besoins techniques pour le réaliser et des besoins de compétences aussi. Donc effectivement, les équipements, là si on regarde le défi technique, les équipements nécessaires pour fabriquer, ça peut être une simple imprimante 3D, finalement ça devient assez démocratisé, et assez accessible, mais ça peut être des choses beaucoup, beaucoup plus compliquées et beaucoup plus spécifiques que justement peut-être uniquement des entreprises avec la capacité de financement vont être capables de mettre en œuvre. Donc c'est problématique. Il va y avoir le coût d'outillage élevé, c'est exactement associé. Là, j'ai mis les équipements au sens global, mais tous les outils nécessaires à sa fabrication, ça veut dire que potentiellement, il faut investir pour avoir tous ces outils. Et si on n'a pas tous les outils, on ne peut pas faire la fabrication.
Des procédés prioritaires, effectivement, propriétaires, pardon, on n'a pas la garantie que dans une des ressources nécessaires, il n'y a pas à un moment un procédé de construction en prérequis qui lui soit propriétaire et qui potentiellement mette en péril la capacité réelle de fabrication dans une promesse open hardware. Et enfin, les tolérances de fabrication. À partir de quand et les risques associés à la tolérance de fabrication. Cette tolérance, elle est au regard de la compétence, elle est au regard de la qualité des outils de fabrication. Donc il y a effectivement des conditions pour produire pour fournir et fabriquer un produit de qualité dans une démarche open hardware. On a beaucoup plus de conditions que quand on voulait effectivement utiliser, exploiter, intégrer du logiciel. Donc effectivement, c'est différent. Les chaînes d'approvisionnement. La problématique de supply chain, elle est encore plus complexe qu'avec l'open source parce qu'il y a la dépendance aux fournisseurs et au travers de ça, même la dépendance financière économique aux fournisseurs. Mais là, d'un point de vue technique, se garantir que les fournisseurs qui sont soit sur la partie matière première ou la matière semi-raffinée, vont être pertinents et vont continuer à fonctionner. Ça sert à rien de mettre en open hardware quelque chose qu'on pourra plus produire parce que potentiellement, le fournisseur ne veut pas jouer le jeu, ne veut pas continuer à le rendre disponible dans des modalités qui permettent son exploitation à des coûts restreints dans une démarche open hardware. La gestion des stocks, peut-être encore plus, parce que du coup, c'est plus difficile de maîtriser l'approvisionnement d'une ressource dans une démarche où on n'a pas la visibilité des canaux de commercialisation et des limites de mise à disposition. Puisqu'effectivement, on est sur un principe de distribution libre de la schématique et du savoir-faire. Ça veut dire que par contre, sur ces deux éléments-là, on est encore sur le principe d'abondance. Donc potentiellement, on peut se retrouver dans une problématique où c'est quelque chose qui va faire un buzz, qui va bien fonctionner, et donc la capacité de bien gérer la chaîne d'approvisionnement, elle va être mise en péril. Donc effectivement, c'est encore plus difficile à mesurer avec de l'open hardware, parce que là, il y a une liberté de copie, du savoir-faire de fabrication, et de la schématique nécessaire. La logistique internationale, oui, parce que là, du coup, effectivement, il peut y avoir des problématiques inhérentes aux aspects géopolitiques, aux aspects des relations entre les États. La fluctuation des prix, c'est une des conséquences de ce qu'on a vu juste avant. Dès qu'on est sur des systèmes où on a une problématique de maîtrise de l'approvisionnement et des volumes d'approvisionnement nécessaires, on est soumis à l'économie de marché et à la loi de et aux règles de fluctuation des prix en fonction de l'offre et de la demande, et probablement plus de la demande pour le coup. Alors regardons justement, on va regarder encore un petit peu plus ces problématiques économiques. Les modèles de revenus, c'est un vrai problème pour l'open hardware. Comment fabriquer des principes de monétisation, de design ouvert? C'est une vraie question, et je vais la garder comme une question. Comment gérer les problématiques de concurrence sur les prix quand effectivement on peut multiplier les acteurs qui vont être en mesure de le faire en fonction du modèle de licence qu'on a mis en place? Comment fabriquer de la différenciation? Comment faire de la valeur subsidiaire par rapport à quelque chose qui est mis en open hardware? Là, on n'est pas en train de dire que ce sont des problèmes, ce sont des défis qu'il faut résoudre et qu'il faut fabriquer, qu'il faut construire tous ensemble, parce qu'il y a un objectif éthique derrière, qui est quand même, lui, par contre, élégant et important. Et puis, du coup, fabriquer un retour sur investissement sur des modèles qu'on ne maîtrise pas bien, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas les outils pour. On n'a pas encore construit suffisamment les outils qui vont permettre de définir des modèles de monétisation pertinents sur les principes de l'open hardware. On a un énorme problème sur l'investissement initial. C'est-à-dire que, du coup, faire de la différenciation autour de l'open hardware, ça va nécessiter effectivement d'engager des fonds sans avoir de garantie qu'il n'y a pas un énorme problème concurrentiel derrière, avec la possibilité que d'autres acteurs mettent les choses en place avant vous, parce que du coup, c'est librement accessible. Donc forcément, on prend un risque sur l'investissement initial et sur le coût de développement de quelque chose sur lequel on va avoir une incertitude. Et encore une fois, c'est conditionné au type de licence. Les retours sur investissement sont plus longs,
parce qu'effectivement, plus concurrentiel potentiellement, et puis avec plus d'incertitudes sur le marché potentiel qu'on peut adresser. Et le risque financier, du coup, devient important. Alors, les défis communautaires, ça c'est quand même intéressant. Parce qu'effectivement, une grosse partie de la façon de résoudre les enjeux autour des principes de l'open hardware vont être autour de la notion de communauté, les principes de gouvernance, avec, on l'a vu, hein, autour des standards, autour de tout ce qui va être du domaine de la normalisation, la construction de principes de structure, de prise de décision collective. On va avoir des problématiques autour de la gestion des conflits, qui sont probablement encore plus fortes que sur l'open source, parce que derrière, il y a un enjeu financier obligatoire par rapport à la fourniture de la matière première et de toutes les problématiques de supply chain ou en tout cas d'approvisionnement. Les enjeux de standardisation, mais finalement on le voit bien, hein, c'est ce que doit mettre en place une vraie gouvernance autour de l'open hardware, et je pense que les fondations open source ne sont pas des modèles adaptés pour faire de la gouvernance autour des enjeux de l'open hardware. Il faut des structures de gouvernance qui sont différentes. Et il est très clair que les enjeux autour du consensus, de la définition d'une vision commune, sont eux aussi des vrais défis. Alors maintenant, il y a tout le sujet qu'on a un petit peu adressé hein, autour de la qualité et du support, comment se positionner sur ce genre de choses. Le support, on va voir que c'est peut-être une des bonnes façons de faire, et on l'avait vu hein, quand on a vu la vidéo sur les structures open core, une structure open core sur les principes de construction de support autour d'une solution open hardware, c'est faisable. C'est faisable. Il y a même, dans le domaine de l'éducation, des initiatives autour de petits robots comme Timio, par exemple, qui sont en open hardware, pour lesquels les sources et les schémas sont disponibles. Et derrière, effectivement, on a la possibilité d'avoir les sociétés qui se positionnent sur le principe de l'accompagnement support, voire potentiellement de faire de la fabrication. Donc, effectivement, il y a des modèles, il y a beaucoup de modèles sur lesquels ça va être fonctionnel. Après, ça fonctionne parce que probablement ce sont des domaines sur lesquels la charge concurrentielle est faible, parce qu'on est sur du domaine spécifique, pas du domaine de niche, mais du domaine spécifique, sur lequel effectivement on est sur une démarche pédagogique, sur un support d'enseignement, plus que sur un robot qui va avoir un usage au quotidien et donc une définition forte de valeur. Par contre, effectivement, ça veut dire qu'il faut travailler sur la notion même de contrôle qualité distribué. C'est une communauté qui va avoir pour objectif de garantir la qualité d'un produit et non pas des structures qui étaient beaucoup plus traditionnelles et pour lesquelles les entreprises sont rompues à l'exercice. Là, on doit redéfinir une grosse partie de la certitude en termes de qualité sur toute la brique qui est produite en open hardware. Un support technique fragmenté, ou pas forcément, mais disons que potentiellement, si on va au bout du modèle communautaire, oui, ça va être une vraie problématique. La documentation variable, bon, c'est un défi qui est le même pour le propriétaire. Disons que ça, c'est contestable. Et la résolution de bugs. Donc là, on est sur les défis, finalement, les deux derniers sont des défis qui sont similaires à ce qu'on trouve en open source, mais encore une fois, ça vient à des enjeux, à des défis de gouvernance, plus que des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des défis à résoudre, quand on veut effectivement aller au bout de la démarche. Alors, maintenant, on va regarder ensemble les entreprises majeures. C'est intéressant de regarder effectivement qu'est-ce qu'on retrouve comme entreprises qui se sont appropriées les principes de l'open hardware. Évidemment, on va retrouver Arduino. Sa spécialité, c'est tout ce qui est microcontrôleur et prototypage, pour du prototypage, pour le coup. Le modèle, c'est une société qui produit du hardware open source, hein, de l'open hardware, et plus l'écosystème logiciel, souvent open source, et vraiment, l'objectif, c'est un objectif de démocratisation de l'électronique. Et on ne parle pas de rien du tout. C'est environ 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc ce sont des structures, on peut construire des structures totalement viables sur les principes de l'open hardware et de l'open source. Sur l'open source, on n'en avait aucun doute. Sur l'open hardware, on le démontre. Ensuite, on peut citer Adafruit. Adafruit Industries. Pourquoi je le cite ? Parce que derrière, c'est Lee Morfried, qu'on surnomme aussi Lady Ada. Alors Ada comme Ada Lovelace, hein. Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir cité quand j'ai fait ma vidéo sur les femmes et la tech, parce que quelque part c'est une des grandes ambassadrices de l'open hardware, c'est un des noms
majeur de l'open hardware. Et du coup, c'est encore une des femmes de la tech. Son modèle, c'est open source plus communauté active. Et là, on est sur le monde du do-it-yourself. On est effectivement là encore sur le domaine de l'éducation. On va voir qu'énormément de ce qu'on retrouve dans l'écosystème open hardware, c'est autour du do-it-yourself et de l'éducation. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir SparkFun. C'est un peu le même principe autour de ce qu'on avait sur Arduino. SparkFun Electronics, c'est du composant électronique éducatif. On est encore autour de l'éducation, de l'outil de prototypage. Donc c'est de la vente de modules, de kits open source, open hardware, avec les documentations extensives et les tutoriels qui vont avec. On a System 76, et là c'est intéressant parce que là c'est carrément des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau en open hardware avec un Linux préinstallé, donc open hardware, open source. On a le Telio, le Galago Pro, l'Orix Pro. Ce sont des machines, alors c'est forcément pas des machines extrêmement puissantes, mais disons que ça permet d'avoir des machines qui sont tout à fait adaptées à l'utilisation de Linux, à des utilisations courantes de Linux, on va dire, bien qu'effectivement, il commence à y avoir des modèles qui deviennent très compétitifs, mais qui du coup le sont aussi d'un point de vue financier et d'un point de vue de la démocratisation, et qui sont quelque part, et c'est extrêmement important de le dire, des éléments de lutte contre la fracture numérique, la fracture digitale. Et enfin, le dernier que j'ai voulu souligner, c'est que ça marche aussi jusqu'au device avec Pine64, qui fait les ordinateurs monocartes, mais surtout les appareils mobiles, le PinePhone, PineBook, Pine64. Et là, encore une fois, c'est la volonté de produire du matériel avec des prix abordables, avec du support communautaire, dans une définition, dans des principes open hardware. Alors, on va aussi regarder les grands projets open hardware. Et là, on va avoir une approche un tout petit peu différente. Bon, évidemment, on continue un petit peu sur le même principe. Il y a Raspberry Pi Foundation. Encore une fois, la démocratisation de l'électronique et de l'informatique. Peut-être plus de l'électronique que de l'informatique, d'ailleurs. L'impact, 40 millions d'unités vendues. On est encore une fois sur des structures qui sont financièrement stables et viables. Écosystème, encore autour de l'éducation, de l'IoT, de l'industrie. Donc là, on est sur des modèles qui sont semi-ouverts avec les schémas disponibles. Voilà, c'est extrêmement important comme fondation, la Raspberry Pi Foundation. Alors celle-ci, je pourrais très bien faire une vidéo complète sur le sujet, sur RISC-V international. C'est une alternative à ARM et à x86, sans royalties, personnalisable. Et forcément, on commence à voir ce vers quoi je voulais vous emmener quand on regarde les grands projets, c'est l'émergence des GAFAM. Là où j'ai fait une vidéo pour vous expliquer qu'ils avaient compris peut-être les premiers, la valeur et les principes de l'open source. Vous trompez pas, ils ont aussi compris l'intérêt qu'il y avait autour de l'open hardware, sur la capacité de créer des standards et aussi de travailler sur de pousser des standards d'industrie qui vont s'internationaliser. Quand ils le font comme ça, c'est plutôt pas mal. Et quand on voit effectivement les problématiques de royalty qu'il y a autour d'ARM, finalement, se dire qu'on a une architecture de processeur ouverte qui va être construite sur des principes open hardware, moi je trouve ça plutôt intéressant. Alors, l'Open Compute Project, là on a encore un GAFAM qui est présent, Facebook, avec la volonté de fabriquer du serveur et du data center efficace. Bon là on est sur un objectif de compétitivité et dans une réaction au marché tendu du processeur, au marché tendu de l'infrastructure, avec l'objectif de faciliter l'utilisation du cloud computing pour Facebook. Là, on est en train de parler de savings qui sont extrêmement forts pour des sociétés comme Microsoft, Google, Intel, AMD, en milliards de dollars en coût. Open Titan. Alors là, on est sur un domaine un peu particulier, où on retrouve encore évidemment des GAFAM, on retrouve Low-Risk aussi, sur tout ce qui est processeur de sécurité, Root of Trust, ou ce qui est du domaine du TPM aussi, tout ce qui va permettre d'avoir une autorité, une garantie de sécurité initiale, une autorité de sécurité initiale de façon physique
pour le coup, puisque là on est en open hardware, on peut le faire aussi de façon logicielle, grâce à une memory of root ou un processeur de sécurité, ou enfin tout ce qui est du domaine des root of trust. L'objectif, c'est d'améliorer la sécurité par la transparence, par le bénéfice le même bénéfice qu'on a en open source, par l'open hardware, et donc vérifiable. Et là, c'est extrêmement intéressant. On voit une vraie application et qui démontre que les enjeux de sécurité sont des enjeux complètement adressables par l'open hardware. Le dernier qu'on va regarder, c'est open source écologie. Et là, c'est une approche différente encore, mais peut-être encore plus intéressante, parce que l'objectif, c'est de redonner du souffle aux industries et leur permettre d'avoir des possibilités de s'équiper sans forcément avoir à se coupler avec des constructeurs, avec des sociétés qui veulent établir des chaînes de dépendance. On peut trouver, par exemple, dans l'industrie de la graine, dans l'industrie agro, énormément de ces modèles toxiques qui rendent nos agriculteurs, nos petits industriels, complètement captifs par des chaînes de dépendance qui vont de la graine, par exemple, dans le domaine de l'industrie agro, des marchés, de tout ce qui est grainetier, qui va de la graine à l'enrobage de la graine, au tracteur nécessaire à gérer la graine enrobée, et ainsi de suite, et qui à la fin les oblige à venir se rendre captifs d'une chaîne de fournisseurs qui s'est arrangé pour les rendre captifs. Donc open source écologie produit des tracteurs, des presses, des fours, des objets industriels qui vont permettre de résoudre les problématiques de captivité des métiers de l'agriculture ou des métiers de l'industrie de petite dimension. Extrêmement vertueux, et c'est pour ça que je voulais le souligner. Alors maintenant on va regarder les perspectives, on va regarder vers l'avenir, parce que quoi qu'il arrive, ce modèle est un modèle pertinent. Les tendances émergentes. Qu'est-ce qu'on peut identifier comme tendances émergentes? Et puis après, on va regarder les défis futurs. Donc les tendances émergentes, autour de l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses. Puisqu'effectivement, on l'a vu, hein, on a énormément d'initiatives open source autour de l'intelligence artificielle. Mais pour que la promesse open source y aille jusqu'au bout, on a la problématique de l'apprentissage. Donc effectivement, il va y avoir des enjeux autour de la démocratisation de puces d'intelligence artificielle ouvertes pour effectivement faire un contre-pouvoir vis-à-vis de l'hégémonie de certains fondeurs et aussi certains providers d'infrastructures et certains hyperscalers sur la fourniture de solutions pour faire du learning d'intelligence artificielle. C'est une volonté, c'est un défi de recherche de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie vis-à-vis des acteurs majeurs du marché. De fabriquer de la recherche collaborative jusqu'au bout, et pas uniquement sur la partie logicielle de l'intelligence artificielle. Et puis, d'avancer sur les efforts de spécialisation, fabriquer du hardware adapté, sans pour autant effectivement être dépendant. C'est une question de dépendance derrière. Hein. Tous les enjeux autour de l'intelligence artificielle sont à percevoir presque au niveau étatique, au niveau des fédérations que devrait être peut-être l'Europe ou que sont potentiellement d'autres fédérations qui existent déjà, de se dire finalement on cherche une souveraineté par un modèle ouvert. Encore une fois, c'est une recherche d'éthique. L'Internet des objets. Évidemment, en plus, là, il y a quelque chose à faire sur le domaine de l'objet plus simple, de l'objet facilement réalisable, avec des matériaux facilement récupérables, avec des problématiques de supply chain gérables par la densité, autour de l'Internet des objets. Parce qu'on va parler de standards ouverts qui vont permettre effectivement de pouvoir garantir qu'on peut fabriquer des objets qui vont avoir une réelle interopérabilité les uns par rapport aux autres. Tout à l'heure, j'avais mis la sécurité comme un risque ou un défi, mais c'est aussi potentiellement un intérêt, parce que justement, autour de l'IoT, sur la transparence des protocoles, on ne va pas se retrouver avec des objets qui potentiellement peuvent revêtir des risques de sécurité pour les personnes, parce qu'on a des échanges qu'on ne contrôle pas. Et puis, c'est un facteur d'augmentation, de démocratisation de l'IoT, et par là même de réduction des coûts par la démocratisation. La fabrication distribuée. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que potentiellement, ça peut permettre de résoudre des problématiques
presque environnementale aussi sur la façon de produire, de se dire finalement, il n'y a pas besoin de faire... Pour fabriquer un produit fini, il y a plein d'étapes. Peut-être que ces étapes ne sont pas réalisées dans le même pays. Il va falloir faire circuler les pièces, donc il y a de la logistique de transport entre chaque. Finalement, peut-être qu'on approvisionne une ressource bien précise, les ressources à proximité, et après, derrière, on a la possibilité de fabriquer chez nous, et on évite par là même de la logistique de transport, et on réduit les impacts environnementaux. Ça, potentiellement, grâce aussi à des micro-usines, et sur lesquelles finalement je viens faire fabriquer l'objet qui m'intéresse. Ça n'est pas évidemment applicable pour des objets à une d'extrême complexité, mais par contre sur des objets beaucoup plus du quotidien, c'est un modèle pour lequel l'open hardware peut répondre à des enjeux éthiques, environnementaux et responsables pour une société. Et fabriquer encore plus de capacité de gérer la réparabilité, le recyclage des objets. Et on va revenir à des objectifs de recyclage parce qu'effectivement, on va se dire, je travaille plus au niveau de la ressource. Finalement, les chaînes qui fabriquent la ressource vont redevenir des chaînes vertueuses parce que derrière, potentiellement, elles vont être utilisables par un nombre plus important d'acteurs et pas uniquement des sociétés, mais des microstructures, des micro-usines ou de l'initiative de production individuelle. Donc là, il y a réellement la valeur de l'open hardware. C'est dans la fabrication distribuée, probablement, que se loge, que se cache la valeur intrinsèque de l'open hardware. Si maintenant on regarde les défis futurs, il y en a évidemment, parce que malheureusement, je parlais de cette facilité pour des choses qui sont techniquement simples, évidemment, mais là maintenant on va parler des choses qui sont complexes, et cette complexité, elle vient croissante. La nanotechnologie, être capable de faire du 3 nano, du 7 nano pour le grand public, c'est impossible, ou même pas pour le grand public, mais par des entreprises de taille plus réduite, c'est pas possible. C'est bien pour ça qu'on a des hégémonies par des grands leaders dans certains pays asiatiques sur la fabrication des microprocesseurs, des microcontrôleurs, parce qu'il y a une nécessité de matériel, d'outillage très spécifique pour le faire, et le savoir-faire qui va avec. Le bio-hardware, là, quelque part, l'interface biologique-électronique, on ne peut plus nier l'émergence du transhumanisme. Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est le futur ? Me posez pas la question, j'ai un avis tranché sur le sujet. Est-ce qu'il est mu par une réflexion suffisante d'un point de vue éthique ? J'en sais rien, peut-être pas encore. Il faut que individuellement on fasse tous ce travail. Malgré tout, on sait qu'on va vers ce genre de choses. Et donc, autour de ce genre de choses, il va y avoir des problématiques éthiques fortes. L'open hardware peut proposer une façon de matérialiser des garde-fous et de la normalisation qui pourraient potentiellement être considérées comme des figures de contrôle, des structures de contrôle, pardon. L'open hardware et la normalisation par l'open hardware peut définir des garde-fous. Moi, je pense qu'il y a un schéma derrière. L'informatique quantique, là, c'est pas la même problématique. C'est-à-dire que là, l'accessibilité au plus grand nombre des technologies autour de l'informatique quantique, elle va être dans un premier temps déjà très compliquée, mais c'est surtout les nouveaux paradigmes que ça va construire, c'est-à-dire que potentiellement ce sont des éléments qui vont... L'informatique quantique peut être un game changer énorme, qui fait que ça va rebattre les cartes potentiellement. L'IA en est un aussi, mais l'informatique quantique, c'est un potentiel et énorme game changer. Les enjeux géopolitiques. J'en ai parlé tout à l'heure, les problématiques de souveraineté technologique, l'indépendance nationale. Si des États comme les nôtres, dans la situation géopolitique actuelle, ne comprennent pas qu'il faut trouver des moyens de définir, de construire des consortiums, des consensus, et que l'open hardware est un moyen à la dimension de structures comme l'Europe de construire ce genre de choses, oui, bien sûr, l'open hardware fera que ce sera concurrentiel d'un point de vue international, mais quelque part, ça permet de définir un standard, respecte qui veut. Et potentiellement, il n'est pas impossible que des vieilles habitudes fassent que des acteurs qui ont eu l'habitude d'être sur un modèle qui n'est pas celui de l'open hardware aient du mal à se transposer dessus. Donc, il est possible de jouer la différenciation. La coopération internationale, les standards globaux, c'est aussi une autre façon de voir le problème. Se dire, en prenant l'open hardware, en se disant, pour être sûr qu'on ne se retrouve pas condamné à être couplé à des solutions technologiques qui nous sont imposées par des acteurs internationaux,
on crée ce standard et on se dit, bah nous, si vous ne respectez pas ce standard, eh ben, on n'est pas interopérable avec vous. Et finalement, sensibiliser les positions sur le marché de société parce qu'on a construit ces standards globaux. L'open hardware est un cadre. Par contre, effectivement, ça vient avec des enjeux sur la régulation, sur l'encadrement légal autour de l'open hardware. Alors, je vais conclure. Voilà, j'ai essayé de vous montrer effectivement que l'open hardware, c'est quelque chose qui est plus que sensiblement différent de l'open source par la nature même de ce qu'on a à traiter, qui est quelque chose qui doit être fabriqué, et donc qui n'est plus sur le principe d'abondance. Et on va essayer de regarder un petit peu, de faire un peu la synthèse. Donc, l'open hardware, c'est ce que j'ai essayé de montrer sur la fin de la vidéo, c'est quelque chose qui peut transformer profondément l'innovation en démocratisant l'accès aux technologies. Essayons de le retenir comme ça, parce que effectivement, j'ai passé beaucoup de temps sur les risques et les défis, parce qu'il y a encore beaucoup de questions à répondre, et ces questions, elles vont nous demander de nous comporter en société éthique, démocratique, raisonnable, consciente des enjeux que sont ceux de notre planète actuellement. Les modèles économiques, vous l'avez compris, et c'est peut-être le fond du problème, sont encore à construire, et le contexte de mondialisation, il va être extrêmement complexe à mettre en œuvre, mais le défi, de mon point de vue, le défi en vaut la chandelle, et voilà, moi je suis un convaincu de l'open source, je comprends les problématiques autour de l'open hardware, des défis qu'il y a à résoudre, mais je pense que c'est des vrais défis qui, pour le coup, sont pertinents à gérer de façon collective. Plutôt que de s'intéresser à certaines âneries, des fois de temps en temps, on pourra avoir des réflexions de fond. Donc les défis sont réels, mais je pense sérieusement qu'ils sont tous surmontables, mais par contre, effectivement, en ayant une approche pragmatique, structurée, et surtout, une vision éthique. Et est-ce que c'est franchement tout le temps compatible avec les principes même de l'économie de marché? C'est contestable. En tout cas, soyons optimistes, l'avenir, ça reste prometteur, et l'émergence des nouvelles technologies fait que les positions de confort sur lesquelles sont assis certains acteurs actuellement, les choses vont de plus en plus vite. On peut le regarder de façon négative en se disant on n'arrivera jamais à suivre et puis on va détruire notre planète parce que les technologies vont trop vite. Moi, je suis pas un technophobe. Moi, au contraire, je considère que cette rapidité d'évolution technologique, c'est ce qui permet aussi d'éviter les géants assis sur leur fauteuil. Ces géants doivent aussi rester compétitifs et doivent investir. Effectivement, actuellement, ils sont en mesure d'être plus compétitifs parce que justement, ils travaillent entre eux dans des structures fermées, d'innovation fermée, et que si on essaye de fabriquer des structures d'innovation ouvertes, potentiellement, ça peut avoir des résultats qui, au final, sont vertueuses à la fois d'un point de vue environnemental, sociétal, global pour notre société, pour notre planète et pour le futur, et pour nos enfants. Alors, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'y ai exprimé peut-être plus que d'habitude des avis personnels, mais je pense qu'effectivement, c'était une vidéo qui était adaptée à ce que je le fasse. Et quelque part, on y retrouve mes inquiétudes, mais aussi mon optimisme et ma confiance dans l'avenir, dès qu'on envisage les choses d'un point de vue éthique et humaine. Merci à vous.